près de 20% des Français des États-Unis qui étaient prêts à remettre en cause leur expatriation et envisageaient de rentrer en France à court ou moyen terme, là où au Canada, on parlait de 4%. Donc on voyait bien la différence. On voyait la différence beaucoup dans le secteur de la recherche. Là, on était à plus de 20%, près de 30% de chercheurs français vivant aux États-Unis qui envisageaient de rentrer en France. On a des parents qui remettaient en cause le lieu d'études de leurs enfants, avec plus de 20% des parents qui envisageaient que leurs enfants aillent étudier ailleurs qu'aux États-Unis, alors qu'en général, quand on vit ici, on est assez content. Il y a eu des histoires d'étudiants, de chercheurs arrêtés. Qui sont retrouvés, refoulés à la frontière, etc. Donc ça, clairement, ça a changé au sens où les Français qui viennent ici ont bien intégré ces contraintes. En général, on nettoie ses réseaux sociaux. Quand même, vous le recommandez ? Bien sûr, ouais, de manière très concrète. Au fond, les gens qui ont été arrêtés à la frontière, c'est très, très, très peu de cas. Moi, j'ai eu des contacts de gens qui ont eu du mal à avoir un visa, qui ont dû s'y prendre à 2 fois, etc. Donc les contraintes sont fortes et ça se confirme dans la durée. Évidemment, depuis 6 mois, ce qui me frappe, Donald Trump a fait ce qu'il avait dit qu'il ferait. Donc il a beaucoup renforcé les contraintes. Il vient d'annoncer qu'il va passer en revue les 55 millions de détenteurs de visa aux États-Unis. Donc que vous ayez un H1, J1, O1 ou une carte verte, vous allez sans doute faire l'objet d'un examen de l'administration américaine. Il est 7h26, on est jeudi matin. Je viens de me garer dans le centre de Denver, dans le Colorado. Et aujourd'hui, je vous embarque avec moi à la rencontre de notre député pour les Français établis en Amérique du Nord. Il est citoyen binational entre la France et le Canada. Et ensemble, on va aller lui poser des questions pour comprendre comment est-ce qu'on est représenté justement quand on vit à l'étranger. Allez, c'est parti, je vous embarque avec moi. À bientôt. Vous déménagez ? Mes vêtements, Allez. mes bouquins. Enfin, la vie est dure, mais elle est belle. Attention au départ. Vous êtes trop de permis à quelque part. Alors, on y va. J'irai, madame, jusqu'au bout du monde. Est-ce que vous saviez qu'en tant que Français vivant à l'étranger, vous avez des élus qui vous représentent directement à l'Assemblée nationale ? Est-ce que vous saviez aussi qu'un pilote est actuellement en cours pour dématérialiser les demandes de renouvellement de passeport en ligne donc ? Ou encore qu'il existe un programme appelé STAFF qui soutient financièrement les associations de Français de l'étranger dans le monde entier. Et pourtant, beaucoup de Français établis hors de France ignorent qu'ils ont des députés, des sénateurs ou encore des conseillers consulaires qui travaillent à défendre leurs droits. Alors qui fait quoi ? Comment est-ce que ces élus s'articulent-ils avec nos ambassades et nos consulats ? Et puis surtout, en quoi est-ce que cela change concrètement notre vie à l'étranger ? Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Roland Lescure, vice-président de l'Assemblée nationale, ancien ministre de l'Industrie et de l'Énergie, mais aussi aujourd'hui député des Français d'Amérique du Nord et binational franco-canadien. En février dernier, lui et son équipe ont mené une grande enquête auprès de plusieurs milliers de Français établis dans la circonscription d'Amérique du Nord, et les résultats ont révélé une grande inquiétude face au retour de l'actuel président américain au pouvoir. Aujourd'hui, on est 6 mois plus tard et on va voir si ces inquiétudes se sont confirmées ou au contraire apaisées. Dans cet épisode, on va donc parler de cette enquête et de son actualité, mais aussi du rôle, souvent méconnu, des représentants des Français de l'étranger, les députés, les sénateurs ou encore les conseillers consulaires. Et ensemble, on va réfléchir à l'impact très concret que cela peut avoir sur notre quotidien. Vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Ah oui, et moi, c'est Anne-Fleur Andrely. Allez, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Monsieur Lescure, vous passez beaucoup de temps au contact des Français établis en Amérique du Nord, donc dans votre circonscription. Quand vous les rencontrez, qu'est-ce qu'ils vous disent en premier ? Alors, ils disent beaucoup de choses. D'abord, ce sont des Français qui vivent en Amérique du Nord, donc à peu près la moitié d'entre eux au Canada, l'autre moitié aux États-Unis. Et vous l'avez dit dans votre introduction, la situation politique n'est pas tout à fait la même des deux côtés de la frontière. Donc, les préoccupations sont différentes. Ils sont tous, en revanche, toujours très intéressés par ce qui se passe en France. Et donc, ils m'interrogent beaucoup, évidemment, sur l'instabilité politique à laquelle on fait face actuellement. Et puis, ils ont souvent des préoccupations très pratiques. Je dois déclencher ma retraite française, comment je fais ? Mes enfants envisagent
d'étudier comment on règle les problèmes de visa, est-ce qu'il y a des enjeux de retour en France. Donc on est à la fois dans le très pratique, mais aussi, et ça je le note depuis maintenant 2 ans, depuis 2022, des préoccupations plus politiques qui concernent à la fois leur vie ici et ce qui se passe en France. D'accord. Bon, on va revenir justement sur ces questions plus pratiques. Avant, je fais que de faire des pré-questions, excusez-moi, mais vous avez passé vous-même pas mal d'années au Canada. Vous êtes citoyen binational, d'ailleurs franco-canadien. En quoi est-ce que cette expérience, elle influence justement aujourd'hui votre façon d'écouter et de représenter ces Français qui vivent à l'étranger ? Mais pour moi, elle est essentielle. Ouais. Donc les députés des Français de l'étranger, ça existe depuis la réforme constitutionnelle de Nicolas Sarkozy, et la première élection des députés elle date de 2012. Et je dirais le premier contingent de députés des Français de l'étranger, c'était plutôt des politiques madrés, français, qui pour certains d'entre eux avaient vécu à l'étranger, mais qui étaient avant tout des figures nationales. On avait des anciens ministres, etc. Et depuis 2017, on a plutôt des gens qui, comme moi, ont vécu à l'étranger. Et pour moi, c'est essentiel, parce que quand vous représentez une population à l'Assemblée nationale, c'est bien de savoir qui vous représentez. Et il n'y a rien de tel que de l'avoir expérimenté soi-même pour comprendre quelles sont les préoccupations. Des préoccupations de mobilité, des préoccupations d'éloignement géographique et du coup parfois aussi un peu personnel. J'ai eu beaucoup, par exemple, de questions pendant la Covid, qui nous a tous affectés de manière très forte et qui, évidemment, a affecté les Français qui vivaient au Canada, aux États-Unis de manière particulière. Est-ce que je peux rentrer en France ? Est-ce que mes enfants peuvent venir en France ? Est-ce que je peux rentrer en vacances avec un risque de ne pas pouvoir retourner au Canada ou aux États-Unis ? Est-ce que je vais avoir un pass sanitaire si je suis vacciné aux États-Unis ? Et donc, toutes ces réponses-là, on les a apportées. D'ailleurs, la réponse était souvent oui. On les a aidés dans leurs enjeux de mobilité. Donc c'est vrai que le fait d'avoir été moi-même pendant près de 10 ans expatrié au Canada, d'avoir travaillé à l'étranger, je pense que ça me permet de mieux comprendre quelles sont leurs préoccupations. Et puis quand je leur parle, ils ont l'impression que c'est effectivement quelqu'un qui leur ressemble, qui les représente. Et ça, je pense que c'est un plus. Alors justement, on va parler un petit peu du rôle des représentants. Je le disais en introduction. Est-ce que vous pourriez m'expliquer quel est le rôle justement concret d'un député des Français de l'étranger ? Alors c'est une question que je me suis posée quand j'ai été élu. Moi, je venais de la société civile. Je savais à peine que ça existait. Je savais vaguement que j'avais un représentant. J'avais voté aux élections législatives, comme beaucoup de Français de l'étranger. Mais je voyais ça de très loin. Et pour moi, après maintenant presque 10 ans de mandat, on est à 8 et demi, je pense que la meilleure manière de le définir, c'est de le définir comme un pont. Comme un pont entre ce qui se passe en France. Quand on est à l'Assemblée nationale, on est un député comme un autre. Vous le savez sans doute, je suis vice-président de l'Assemblée nationale. Quand je préside une séance à l'Assemblée nationale, le fait que je sois député d'Amérique du Nord ou député de la Creuse, ça change rien. Du Bas-Rhin ou de Paris 7, ça change rien. Je fais mon travail comme un autre, je vote comme un autre, je participe à la vie de mon groupe politique comme un autre. Donc je suis un député comme les autres. Mais d'abord dans la manière dont je porte ma voix. À Paris, je pense que je la porte de manière un peu différente, parce que sur des sujets de société, par exemple, je peux apporter des expériences nord-américaines. On a examiné et voté un projet de loi très important sur la fin de vie cette année à l'Assemblée nationale. Évidemment, le fait qu'il y ait des dispositions qui existent aux États-Unis et au Canada pour accompagner la fin de vie m'a permis de nourrir le débat français avec, je dirais, des idées un peu différentes sur l'égalité femmes-hommes, sur le rapport à l'entrepreneuriat, sur le rapport au déficit public, sur tous ces sujets qui sont des sujets importants en France. En Amérique du Nord, on pense différemment. Et donc, quand je m'exprime en France, j'apporte cette vision un peu différente. Et puis un pont, ça marche dans les deux sens. Je pense que quand je suis aux États-Unis, je suis capable d'expliquer un peu plus ce qui se passe en France à nos compatriotes qui sont parfois un peu perdus, un peu démunis. Et donc, cette idée de pont, y compris d'ailleurs avec les classes politiques. Moi, quand je viens aux États-Unis, je suis actuellement au Colorado, j'ai rencontré des congressmen et des congresswomen, donc des représentants élus. Quand je vais au Canada, je rencontre aussi des hommes et des femmes politiques canadiennes. Donc, je suis là aussi pour être un peu le porte-parole de la France en Amérique du Nord, et avec des discussions qui sont souvent très intéressantes, notamment au vu de la situation politique à laquelle on fait face aujourd'hui.
Justement, on a quand même beaucoup de manières d'être représentés, finalement, beaucoup de gens l'ignorent. C'est quoi concrètement la différence entre un député, un sénateur et un conseiller ? Est-ce qu'ils sont tous élus de la même manière ? Quels sont leurs rôles ? En quoi est-ce que ça diffère ? Alors d'abord, merci de contribuer à cette meilleure connaissance avec votre podcast, et notamment avec notre conversation, mais aussi avec d'autres que vous avez avec d'autres. Un député des Français de l'étranger, il est élu au suffrage direct, à 2 tours. Il faut 50% des suffrages au 2e tour pour être élu, ce que j'ai eu avec bonheur 3 fois, en 2017, en 2022 et en 2024. Et on est dans une représentation directe. Les sénateurs, comme les sénateurs de métropole ou des dom-tom, ils sont élus au suffrage indirect. Donc ce sont des élus qui les élisent. Donc en France, ce sont les maires, ce sont les députés, ce sont les conseillers généraux. À l'étranger, ce sont ce qu'on appelle les conseillers des Français de l'étranger. On va avoir une élection des conseillers des Français de l'étranger au printemps prochain, en 2026. Et donc, les Françaises et les Français d'Amérique du Nord vont choisir, au fond, ce qu'on appelle, nous, ce que je conçois en tout cas, comme des représentants locaux. C'est des gens qui sont élus très localement, qui sont dans des circonscriptions consulaires assez étendues quand même géographiquement en Amérique du Nord, mais qui sont locales. Donc, vous avez... pour la circonscription du Colorado, en fait, qui dépend de Los Angeles, des listes, élus à la proportionnelle, là aussi au suffrage direct. Ce sera par vote électronique, donc ça permettra de simplifier la vie de tout le monde et pas forcément de faire des centaines de kilomètres pour aller voter. Et ça permettra d'élire vos représentants locaux. Alors, à quoi ils servent Eux, ils ne sont pas impliqués dans la politique nationale. Mais... Est-ce qu'ils sont politiques ou apolitiques ou Alors, ils sont élus sur des listes, donc ils représentent des sensibilités politiques. Mais en général, comme les maires d'ailleurs en France, les gens élisent avant tout des personnes dont ils considèrent qu'ils vont bien défendre leurs intérêts. Ils sont représentés ce qu'on appelle au conseil consulaire. Ils votent sur les bourses, par exemple, pour les lycées français. Ils contribuent à donner des subventions. Il y a un programme qu'on appelle le programme STAFF, qu'on a mis en place en 2017, qu'on est arrivé, qui permet de subventionner des associations. Donc, ce sont vraiment des élus locaux. Ils travaillent avec les consulats. Ils sont souvent le relais des préoccupations des Français et des Françaises de l'Amérique du Nord auprès des consulats. Donc, ce sont vraiment des élus locaux. Et ils servent aussi à élire les sénateurs. Donc, on aura une élection sénatoriale. Tous les 3 ans, il y a la moitié du Sénat qui est renouvelée. Et donc, on a 12 sénateurs des Français de l'étranger. Et donc, à l'automne 2026, on aura 6 sénateurs qui seront réélus à la proportionnelle, sur des listes. Et ce sont les conseillers des Français de l'étranger qui vont les élire. Ensuite, une fois que vous êtes sénateur des Français de l'étranger, vous êtes sénateur comme un autre. Vous avez une circonscription mondiale. Donc, autant les députés représentent des circonscriptions, Amérique du Nord, Amérique latine, Asie, etc. Géographique. Quand vous êtes sénateur du monde. Mais une fois que vous êtes au Sénat, vous votez comme tous les sénateurs sur les lois qui passent d'abord en général à l'Assemblée, puis au Sénat. Donc, le conseiller est ultra local. Le député a une circonscription aussi géographique et beaucoup sur le terrain. Et le sénateur va aussi faire le pont, mais plus depuis Paris. Est-ce depuis que Paris, j'ai bien résumé, et puis, oui, non, mais c'est une bonne description. Après, les sénateurs ont aussi leur vie. Donc, certains sont plus ancrés en Europe, d'autres plus ancrés en Asie, etc. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas attachés à un territoire spécifique. Moi, je passe à peu près un quart de mon temps en Amérique du Nord. Je ne vais pas en Amérique latine, je ne vais pas ailleurs en Europe, je ne vais pas en Asie. Moi, je vais à Montréal, à Seattle, à Denver et à Boulder, où je suis actuellement, à Denver, et ailleurs. Donc, donc on est effectivement du très local, conseiller des Français de l'étranger, au très global, sénateur, avec un député qui est assez proche d'une circonscription, mais qui est en général de taille assez importante quand même. Bon, c'est plus clair déjà. Du coup, là, ce que je comprends, c'est beaucoup ce pont donc, entre presque 2 mondes et comment est-ce qu'ils vont cohabiter. C'est quoi le lien du coup entre l'Assemblée nationale et les problématiques très concrètes que vivent les Français en Amérique du Nord aujourd'hui ? Alors, il y a des sujets très concrets qui les concernent. Donc, par exemple... Pendant la Covid, moi j'ai beaucoup sensibilisé le gouvernement et mes collègues de l'Assemblée nationale aux problématiques particulières. On parlait tout à l'heure du pass tous anti-Covid. C'est vrai que quand vous aviez un certificat de CDC ici, qui était un petit bout de papier qui disait que vous aviez été vacciné, pour transformer ça en QR code tous anti-Covid, il a fallu convaincre le gouvernement qu'on pouvait aller dans une pharmacie et transformer son certificat CDC en tous anti-Covid. Il y a des enjeux budgétaires. Régulièrement, il y a des groupes politiques qui plaident pour une taxation universelle des Français où qu'ils soient et qui posent des amendements à l'Assemblée nationale pour taxer les Français d'Amérique du Nord en France. Un peu comme les Américains font. Voilà, les Américains sont à peu près le seul pays au monde à le faire. Nous, notre rôle, puisque moi je suis contre,
Je pense que les gens payent assez d'impôts aux États-Unis, au Canada, sans forcément avoir besoin d'en rajouter. Mon rôle, c'est de convaincre les députés de ne pas voter ces amendements, de voter contre. Ce qu'on a fait d'ailleurs systématiquement depuis 2017. Donc on a à la fois des préoccupations fiscales, des préoccupations législatives, notamment par exemple, on parlait des conseillers des Français de l'étranger, mais pour définir leur mandat, il faut des lois. On parlait des subventions tout à l'heure, staff aux associations des Français de l'étranger, ça passe par des dispositions budgétaires qu'il faut voter tous les ans. D'accord. Donc on est vraiment des représentants des intérêts de notre circonscription, de la même manière que les députés de Bretagne ou de Guadeloupe le font quand ils y sont. Je le disais tout à l'heure, j'ai été surprise par le fait que beaucoup de gens ignorent en fait, donc ils sont représentés tout en vivant à l'étranger par des Français. Est-ce que vous avez une idée du taux de participation ? J'imagine que ça dépend des circonscriptions, ça dépend des coins du monde ou d'Amérique du Nord, mais voilà, le taux de participation, à quel point les gens se sentent concernés justement par ces élections ? Alors de plus en plus pour deux raisons. La première, elle est technique, c'est qu'on a instauré le vote électronique. Ouais. Moi, en 2017, j'avais été élu sans vote électronique, donc il fallait aller au bureau de vote. Les gens avaient voté déjà 2 fois pour la présidentielle. Il fallait qu'ils retournent voter 2 fois pour la législative. Donc on avait à peu près 20% de taux de participation, alors que depuis qu'on a instauré le vote électronique, notamment en 2024, on a eu plus de 50% de taux de participation, et donc un taux de participation assez proche de ceux qu'on a, en France métropolitaine. Les 50%, c'est pour l'Amérique du Nord ou au monde global ? Alors l'Amérique du Nord, on était un peu au-dessus, et en moyenne, on était autour de ça. Donc les gens se sont sentis concernés. Bon, à la fois, c'était plus facile, parce qu'on avait le vote électronique, mais aussi parce qu'ils ont senti que cette élection était importante. Le Rassemblement national était aux portes du pouvoir. En général, les Français qui vivent à l'étranger, en tout cas c'est le cas des Français d'Amérique du Nord, n'aiment pas beaucoup le Rassemblement national, donc ils se sont beaucoup mobilisés pour cette élection. Moi, j'ai eu plus de 50 000 voix sur mon nom au second tour en 2024. Il n'y a pas un député de France qui a été élu avec 50 000 voix, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les circonscriptions des Français de l'étranger sont plutôt plus nombreuses en termes d'électeurs que les circonscriptions de France. En France, vous êtes élu dans un corps électoral d'à peu près 100 000 électeurs. Moi, j'en ai plus de 250 000. Donc, on est évidemment sur des nombres plus importants. Alors, parmi ces 250 000, il y a des gens qui vivent au Canada, aux États-Unis depuis 40 ans, qui ne se sentent pas trop concernés et qui ne vont pas voter, mais qui sont quand même inscrits parce qu'ils souhaitent être inscrits au consulat, suivre l'actualité, pouvoir renouveler leur passeport, etc. Donc, on a des taux de participation plus élevés depuis à la fois que la situation politique, je pense, est plus complexe, mais aussi parce qu'on a facilité le vote des Français de l'étranger. Et ça, c'est évidemment quelque chose qu'on va pérenniser. Ouais. Alors, je me permets de revenir sur le chiffre que vous avancez, 250 000 personnes dans la circonscription. Est-ce que ça représente vraiment les personnes qui sont dans la circonscription ou les gens qui sont inscrits ? Parce que c'est toujours un peu... quand on parle avec les circonscriptions, il y a toujours une estimation et un chiffre réel. Donc, le seul chiffre objectif qu'on ait, c'est les gens qui s'inscrivent. Bien sûr. Et j'en profite pour faire un appel aux Françaises et aux Français qui vivent en Amérique du Nord à s'inscrire au consulat. Ils peuvent décider de voter ou pas, mais ils sont inscrits au consulat. Ça sert à quoi concrètement alors ça sert d'abord à voter. Si vous voulez voter en Amérique du Nord, il faut être inscrit. Ça sert aussi à recevoir des informations de la part du consulat quand il y a une catastrophe naturelle, quand il y a des événements plus festifs comme le 14 juillet, vous recevez les infolettres. Ça vous permet aussi de recevoir les informations de votre député, parce que moi, j'envoie des infolettres à peu près 1 fois par mois à tous ceux qui sont inscrits. Alors évidemment, si vous ne souhaitez pas recevoir les résultats, vous vous désinscrivez comme toute infolettre traditionnelle, mais ça vous permet d'avoir de l'information sur l'activité de votre député, de vos conseillers des Français de l'étranger, de vos sénateurs. Donc je pense qu'il faut vraiment s'inscrire. L'autre point important, c'est que les moyens des consulats généraux sont assis sur le nombre de Français qui sont inscrits. Et donc, on estime à peu près un rapport de 2 à 3 entre le nombre de gens qui sont inscrits et le nombre de gens qui sont vraiment présents. Alors, il y a des étudiants qui sont de passage pour quelques mois et qui décident de ne pas s'inscrire. Il y a des gens, je le disais tout à l'heure, qui sont là depuis toujours et qui, du coup, ne sont pas inscrits. Il y a des gens qui préfèrent voter en France. Mais je le répète, vous pouvez voter en France, continuer à être inscrit sur les listes électorales à Longlouis, Paris 7e ou Bayonne dans le Pays Basque, et être inscrit sur le consulat de manière à avoir ces informations. Mais
Si vous avez 250 000 Français inscrits en Amérique du Nord, les moyens des consulats sont calibrés là-dessus. Ouais. Si vous en aviez 750 000, qui est à peu près l'estimation qu'on fait du nombre de Français qui vivent en Amérique du Nord, évidemment, on aurait des moyens plus importants. Donc, vraiment, inscrivez-vous. C'est pas compliqué en plus. Non, c'est très simple. Ça se fait en quelques clics sur le site du consulat. Et je pense que c'est utile pour tout le monde. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, justement, lors de vos visites dans les circonscriptions, qu'on vous dise « Ah bon, on a un député ?» Un peu. Alors, en général, quand je fais une réunion publique, les gens qui viennent... Ils sont quand même au courant. Ils sont au courant, ils ont reçu l'information. Certains, d'ailleurs, reçoivent l'information alors qu'ils ne votent pas pour moi parce qu'ils continuent à voter en France. Donc, ça montre bien que le système fonctionne. Ouais. Mais ce qui est vrai, c'est que quand je visite une entreprise et que des Français y travaillent, quand je vais dans les écoles françaises, c'est souvent, évidemment, ou écoles internationales qui enseignent le français, je rencontre souvent des parents, voire même des profs parfois, qui ne savent pas qu'ils ont un député. Ouais. Et du coup, ils le découvrent en me découvrant. Très bien. Est-ce que vous seriez à l'aise de me partager, je sais pas, un sujet le plus inattendu ou surprenant qu'un Français établi justement donc en Amérique du Nord vous a demandé de régler ou de vous pencher dessus? On a beaucoup de problèmes de visa, donc ça c'est plutôt des Français qui vivent en France, des étudiants par exemple qui partent au Canada ou aux États-Unis, on en a eu beaucoup cet été. Qui n'ont pas obtenu leur visa et qui se disent tiens, je vais écrire au député pour voir s'il peut m'aider. Et en général, on peut les aider. Sur les visas d'un autre pays? Non, pour des visas canadiens ou américains, pour des Français qui viennent étudier ici. D'accord. On a des contacts avec les ambassades à Paris, on les connaît bien. Et donc, c'est vrai qu'on peut d'abord leur donner l'information sur les procédures à suivre, la manière d'identifier et d'exprimer l'urgence. Un jeune Français qui vient étudier à l'université du Colorado et qui n'a toujours pas son visa alors qu'on est le 15 août et que son billet d'avion il est pour le 20, on arrive à sensibiliser l'ambassade américaine pour leur dire celui-là, il est quand même urgent. Donc ça, c'est des problèmes très fréquents auxquels on fait face. On a aussi parfois des problèmes liés aux retraites. Des Français qui vivent ici depuis 30 ans, qui ont fait leur vie ici, mais qui ont travaillé 5, 10, 15 ans avant en France avant de partir et qui souhaitent faire valoir leur droit à la retraite. Donc il y a toute une procédure. Ah, c'est possible de faire... Oui. Il y a ce qu'on appelle des accords bilatéraux entre la France et le Canada, la France et les États-Unis. On peut faire reconnaître ces trimestres français par le système américain ou inversement. D'accord. Si on a plus travaillé en France qu'aux États-Unis, faire reconnaître ces trimestres français, américains ou canadiens par le système français. Et donc ça aussi, c'est de l'information qu'on donne. Après, les choses peut-être un peu plus anecdotiques, mais aussi intéressantes. On a parfois des artistes qui viennent en concert et qui n'ont pas leur visa et qu'on aide à obtenir leur visa de manière un peu accélérée. D'accord. Bon, ça, c'est quand même plutôt pas mal parce que ça permet... de faire rayonner la France aussi. De faire rayonner la France ici et d'avoir des artistes français qui viennent faire des concerts ou jouer des pièces de théâtre aux États-Unis, au Canada. Je me souviens de mon premier visa américain, c'était il y a très longtemps, en 2007. J'étais à l'ambassade des États-Unis avec Carla Bruni, qui venait faire son visa justement. Une question qui revient aussi beaucoup dans l'audience du podcast. Quand on n'habite pas dans une grande ville, c'est pas facile d'être en contact justement avec ses représentants, d'être là, je crois que c'est votre première fois dans le Colorado en tant que député en tout cas. Mon suppléant était venu il y a un peu plus d'un an, mais en ce qui me concerne, c'est la première fois. J'étais ministre à l'époque et mon suppléant Christopher Weisberg était venu. Je crois qu'il y a une initiative qui a été un projet pilote qui a été mis en place justement pour la dématérialisation du renouvellement des passeports, qui est un vrai sujet quand on vit à l'étranger. Ici, par exemple, donc à Denver, on a un consul honoraire, mais on n'a pas de consulat, donc il faut aller à Los Angeles pour le faire, ou se précipiter sur les rendez-vous qui sont mis à disposition 2 fois par an, il me semble, mais qui partent en quelques secondes, en fait. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce projet pilote ? Oui, donc moi, c'est un projet que j'ai beaucoup poussé. Bon, déjà, quand on est arrivé, quand vous demandiez le renouvellement de vos passeports, il fallait aller 2 fois au consulat. Ouais. Une première fois pour faire la demande, une deuxième fois pour aller chercher le passeport. Donc, on a changé ça de manière à ce qu'on puisse cocher une case qui consiste à se faire envoyer son passeport en recommandé chez soi une fois qu'il est disponible. Donc ça concerne tout le monde. Si vous êtes dans un petit bled paumé au fin fond du Colorado, vous pouvez recevoir votre passeport, mais il faut avant tout aller à LA, où vous l'avez dit et très bien dit, attendre un rendez-vous avec le consul honoraire. Les consuls honoraires sont des gens extrêmement précieux. Donc dans les villes où il n'y a pas de consulat, on nomme des consuls honoraires qui sont des représentants de la France, qui sont
vétés, si je puis dire, par le Department of State et qui représentent la France de manière officielle sur le terrain. Ils nous aident en général à organiser nos rendez-vous. Ça a été le cas ici. On avait un super consul honoraire, Jeff, qui prend sa retraite et qui va être remplacé par un tout aussi super consul honoraire qui s'appelle Omar et qui est un gars très bien, que vous connaissez visiblement. Oui. Donc on a des gens très bien qui nous représentent et qui permettent d'aider les Français à naviguer. Mais c'est vrai que moi je souhaitais qu'on puisse mettre en place une procédure dématérialisée. On l'a mise en place de manière expérimentale au Canada et au Portugal, qui sont des grosses communautés françaises. Ça a très bien fonctionné, donc l'expérimentation a été poursuivie. On va la généraliser. J'espère que très vite, on pourra passer à un renouvellement dématérialisé des passeports pour tout le monde. Ça veut dire que vous pourrez vous inscrire en ligne, avoir un entretien en ligne avec un employé du consulat, faire votre demande. Génial. Et ensuite le recevoir par courrier. Donc ce sera une avancée majeure. Ça fait partie des choses auxquelles on sert. Représenter, on parlait tout à l'heure de à quoi ça sert un député des Français de l'étranger, ben voilà, représenter des intérêts des Français qui vivent ici de manière concrète pour améliorer leur vie au quotidien. Dernière question sur des préoccupations aussi que j'ai reçues, c'est à propos des bourses qui sont allouées aux enfants pour aller dans des écoles franco-américaines ou des écoles françaises aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez me parler de ce dispositif et comment ça marche ? Oui, c'est un dispositif qui existe, qui est extrêmement efficace. Tous les ans, il y a ce qu'on appelle une commission des bourses qui a lieu au consulat, où siègent d'ailleurs les élus locaux, les conseillers des Français de l'étranger. On examine des dossiers de demande de bourse. Donc on a... Parce que ces écoles sont assez chères, généralement. Ces écoles sont très chères. Bon, ça peut être 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, parfois 60 000 dollars par an pour rejoindre ces écoles qui sont des écoles qu'on appelle conventionnées. Par l'État français. Il y a une institution qui s'appelle l'AEFE, qui est copilotée par le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Affaires étrangères, qui valide le programme et la qualité de l'enseignement des écoles et qui, du coup, les intègre au système de l'AEFE. Et donc, il faut faire un dossier, c'est un peu compliqué, mais il y a des centaines de Français qui bénéficient des bourses pour leurs enfants en Amérique du Nord tous les ans, ce qui leur permet d'avoir accès à l'enseignement français. Donc ça fait partie des budgets justement qui sont alloués en fonction du nombre de personnes inscrites aussi sur les registres ? Bien sûr. C'est important aussi de savoir que ça joue évidemment aussi. Une des questions qui revenait en fait à propos de ça, c'était, alors je ne sais pas si par contre techniquement vous connaissez tous ces détails, mais c'est les plafonds de revenus qui sont assez bas pour les taux de rémunération qui sont aux États-Unis. Oui, il y a des sujets techniques qui sont liés au fait que, par exemple, on intègre parce que c'est à la fois le revenu et le patrimoine des gens qui jouent, on intègre dans le patrimoine des gens ce qu'on appelle le 401K. Donc, si vous avez 50 ou 100 000 dollars dans votre fonds de pension, c'est intégré dans votre patrimoine, alors qu'on sait bien que ça, c'est pas pour financer l'éducation de nos enfants, mais c'est pour financer votre retraite. Donc, il y a des sujets techniques qui sont un peu compliqués, sur lesquels on travaille avec l'administration en France pour simplifier et rendre les critères plus efficaces. Mais c'est vrai que ce sont des bourses qui ont des vocations sociales. Bon, moi, ce que je tiens quand même à dire à vos auditeurs, c'est qu'il y a plein de manières d'apprendre le français quand vous habitez en Amérique du Nord. Il y a les alliances françaises qui sont très dynamiques, qui font des cours pour à la fois des adultes, des Américains, mais aussi des jeunes Français. Donc ça, il faut vraiment utiliser à fond ce système qui permet d'être dans une école américaine traditionnelle, mais d'apprendre le français. Vous avez les charter schools, donc il y a un certain nombre de charter schools qui sont en immersion française et qui permettent à des jeunes Français, mais aussi à des jeunes Américains ou à des jeunes binationaux d'apprendre le français. Vous avez les lycées français. Vous avez des écoles avec des options bilingues. Vous avez beaucoup de systèmes. Donc, il ne faut pas hésiter à les examiner et à les utiliser à fond. Les lycées français en Amérique du Nord, ils sont tous ou presque privés. Donc c'est vrai que c'est en général assez cher, surtout aux États-Unis. J'en profite pour faire une petite note pour les auditeurs. On avait fait une série sur les différentes options. On est allé en immersion dans 3 écoles de Boston pour voir justement comment est-ce qu'on pouvait apprendre le français, quelles étaient les options qui étaient à notre disposition. Je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode.
Merci du coup pour toutes ces informations. Il y a 6 mois environ, enfin en tout cas je crois que c'était au mois de février ou mars, Ouais, vous avez tenu une réunion publique en ligne à laquelle vous avez invité justement les Français de votre circonscription pour faire le point sur la situation en Amérique du Nord. Mais il y avait beaucoup de questions finalement sur la nouvelle administration américaine. J'aurais bien aimé savoir en fait 6 mois après, je sais que vous avez passé déjà 2 semaines dans votre circonscription au mois de juillet, là vous êtes en pleine tournée ici aussi. Quel est l'état d'esprit général ? Est-ce que les choses se sont un peu apaisées ? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont confirmées ? Est-ce que les gens sont encore très inquiets ? Comment ça se passe ? Donc d'abord, ce qu'on a fait, parce que je trouvais important de comprendre ce que les Français qui vivent ici vivaient en direct, c'est qu'on a fait un questionnaire. Donc on a envoyé à plus de 200 000 Français. On a eu 100 000 qui ont ouvert le questionnaire. C'est à peu près le taux d'ouverture classique pour notre infolettre. Et on a eu plus de 10 000 réponses. Donc, on leur a posé des questions très concrètes sur est-ce que l'administration Trump a déjà un impact sur vous. On était en février. Ouais. Donc, ça faisait un mois que Donald Trump était au pouvoir. Et on a eu un taux de réponse très important des deux côtés de la frontière, Canadiens et États-Unis, parce que les Canadiens sont aussi directement concernés. Hein. Velléité d'annexion, 51e État. Le gouverneur Trudeau, etc. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que déjà à l'époque, il y avait des préoccupations concrètes et des conséquences concrètes de la nouvelle administration sur les Français. Donc on avait par exemple près de 20% des Français des États-Unis qui étaient prêts à remettre en cause leur expatriation et envisageaient de rentrer en France à court ou moyen terme, là où au Canada, on parlait de 4%. Donc on voyait bien la différence. On voyait la différence beaucoup dans le secteur de la recherche. Là, on était à plus de 20%, près de 30% de chercheurs français vivant aux États-Unis qui envisageaient de rentrer en France. On a des parents qui remettaient en cause le lieu d'études de leurs enfants, avec plus de 20% des parents qui envisageaient que leurs enfants aillent étudier ailleurs qu'aux États-Unis, alors qu'en général, quand on vit ici, on est assez content, si on peut se le permettre, que les Français restent étudier ici. Donc il y avait des préoccupations concrètes, et il y avait déjà des impacts concrets. Il y avait beaucoup d'inquiétudes sur la mobilité. À l'époque, vous vous souvenez, on disait il y a des gens qui ont été arrêtés à la frontière, fouillés, les réseaux sociaux, etc. Il y a eu des histoires d'étudiants, de chercheurs arrêtés. Qui sont retrouvés, refoulés à la frontière, etc. Donc ça, clairement, ça a changé au sens où les Français qui viennent ici ont bien intégré ces contraintes. En général, on nettoie ces réseaux sociaux. Quand même, vous le recommandez ? Bien sûr, de manière très concrète. Au fond, les gens qui ont été arrêtés à la frontière, c'est très, très, très peu de cas. Moi, j'ai eu des contacts de gens qui ont eu du mal à avoir un visa, qui ont dû s'y prendre à 2 fois, etc. Donc, les contraintes sont fortes et ça se confirme dans la durée. Évidemment, depuis 6 mois, ce qui me frappe, et c'est ce qui me frappe quand je suis ici, et comme je le suis depuis maintenant une semaine en Arizona, au Colorado, c'est que Donald Trump a fait ce qu'il avait dit qu'il ferait. Donc, il a beaucoup renforcé les contraintes. Il vient d'annoncer qu'il va passer en revue les 55 millions de détenteurs de visa aux États-Unis. Donc, que vous ayez un H1, J1, O1 ou une carte verte, vous allez sans doute faire l'objet d'un examen de l'administration. Ah, même les résidents permanents ? Oui, alors, ça ne veut pas dire que le risque de renvoi est important, mais en tout cas... il va les repasser au crible. Ils vont être tous passés au crible. Moi, ce qui me frappe, c'est beaucoup les chercheurs, qui, eux, sont directement impactés au quotidien. Les budgets fédéraux ont été coupés, les cartes de crédit... On peut rappeler ce qui s'est passé justement sur les chercheurs, c'est que c'est des domaines de recherche qui ne sont plus financés. Il y a des domaines de recherche qui ne sont plus financés, il y a des sujets de recherche qui sont interdits, proscrits, donc on est vraiment dans un monde digne de George Orwell, et on se retrouve du coup avec des chercheurs qui voient leur travail impacté de manière très forte. Moi, j'étais à l'Université de l'Arizona et je discutais avec des chercheurs français et américains qui travaillent sur les énergies renouvelables dans les pays en développement. Je peux vous dire, c'est 2 cases qu'il vaut mieux éviter de cocher. Énergie renouvelable, c'est pas le grand bonheur pour Donald Trump. Et les pays en développement, évidemment, avec la suppression de l'USAID, on a des budgets qui ont été coupés. Donc, de manière très concrète, il y a aujourd'hui des budgets de recherche qui ont été coupés, des chercheurs qui cherchent des financements alternatifs, des gens qui ont perdu leur job, des gens qui ont dû rentrer en Europe. On a aussi un impact sur le tourisme. Alors ça concerne moins les Français de l'étranger, même si un peu quand même. Les gens vont plus au Canada qu'aux États-Unis. Ceux qui vivent au Canada viennent moins aux États-Unis. Et ceux qui vivent aux États-Unis réfléchissent à 2 fois avant de partir, de peur d'être contrôlés à la frontière et de se retrouver refoulés. Évidemment, si vous avez la citoyenneté américaine, on ne peut pas vous empêcher d'entrer. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être un peu embêté, valise fouillée, etc. Mais si vous êtes sous un visa, il faut être un peu prudent avant de partir. Bon, là encore, aujourd'hui, on a très peu d'exemples concrets de gens qui ont été refoulés.
Mais bon, il faut faire un peu C'est la attention. peur, en fait. C'est la peur. En fait, on est dans une démocratie qui est aujourd'hui un peu bousculée, et notamment, effectivement, un régime de la peur qui a tendance à se généraliser. Et alors, si je peux me permettre, quelles sont vos relations avec l'administration américaine, puisque vous avez des relations bilatérales donc, entre ces deux démocraties? Alors, donc moi, je ne suis pas ministre des Affaires étrangères, je ne suis pas un diplomate, donc je n'ai pas de relation institutionnelle avec l'administration américaine. Mais vous rencontrez, vous disiez, Exactement. les J'ai deux types de relations avec les politiques américains. J'ai des relations interparlementaires, donc je rencontre des congressmen, des congresswomen, des sénateurs, des membres de la législature locale des États quand je suis là. Donc là, on a des discussions politiques comme j'en ai au Canada ou ailleurs. Évidemment, les démocrates, je dirais, extrêmement préoccupés de la situation et on en discute de manière assez ouverte. Les républicains, c'est un peu plus compliqué. Puis ensuite, j'ai des relations institutionnelles avec l'ambassade à Paris, où là, à ce stade, en tout cas, les relations restent correctes. On discute régulièrement avec les chargés d'affaires, avec le consul général, pour avancer. Je n'ai pas encore rencontré le nouvel ambassadeur des États-Unis en France, qui n'est pas n'importe qui, puisque c'est Charles Kushner, le père du gendre de Donald Trump, qui est connu pour un certain nombre d'affres qu'il a lui-même traversées ces dernières années. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais tout le monde sait de quoi je parle. Donc voilà, je ne sais pas si je le rencontrerai dans les semaines qui viennent, on verra. J'ai rencontré ses prédécesseurs, qu'ils soient républicains ou démocrates. Sous la première administration Trump, on avait Mme McCourt, qui était ambassadrice des États-Unis en France, avec laquelle on avait de très bonnes relations. On avait de très bonnes relations avec Dennis Campbell, sa successeur. On verra avec Charles Kushner ce qu'il en est, mais c'est un peu plus compliqué avec lui. Vous avez vu qu'il a écrit une lettre ouverte au président de la République que j'ai personnellement trouvé inacceptable, et il a été convoqué d'ailleurs au Quai d'Orsay, il n'est pas venu, il a envoyé son chargé d'affaires. Bref, les relations sont un peu compliquées avec M. Kushner. Revenons donc à cette enquête. Vous évoquiez 20% des Français interrogés qui étaient prêts à remettre en fait en question leur vie aux États-Unis ou au Canada. Est-ce que ça s'est concrétisé? Est-ce qu'on a une idée de ces retours en France? Est-ce que ça... Pas encore, c'est un peu tôt en fait, parce que une fois par an, on fait un bilan des inscriptions au registre. Sachant que les gens se désinscrivent pas nécessairement s'ils rentrent aussi. Non, ils se désinscrivent pas nécessairement. Il y a des campagnes, mais là c'est plus tous les 3-4 ans. Où on envoie un courriel aux gens pour dire si vous souhaitez rester inscrit, appuyez sur le bouton A. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'informations sur les désinscriptions. Ce qu'on sait, c'est que depuis 5 ans, il y a plutôt plus de gens qui se sont installés en Amérique du Nord. D'accord. On a plus de Français qui vivent à l'étranger qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans. Et c'est le cas à la fois aux États-Unis et au Canada. Il y a eu des changements aussi dans les villes, mais globalement, il y a plus d'inscrits. Alors, il y a plein d'effets contradictoires qui jouent dans les deux sens. Il y a aujourd'hui des gens qui se désintéressaient de ce qui se passe en France, qui maintenant s'y intéressent davantage, donc qui ont eu tendance à se réinscrire. Il y a des Américains qui demandent la citoyenneté française, et ça c'est un fait nouveau. Moi j'ai échangé, on n'a pas encore de chiffres statistiques exhaustifs, mais il y a beaucoup de consuls généraux qui m'ont dit moi je vois une recrudescence de demandes de nationalité française de la part d'Américains qui ont un parent, qui sont soit mariés avec des Français, qui ont un parent français, et qui sont inquiets des enjeux de mobilité notamment. Et donc on a plutôt une hausse des demandes de nationalité française. D'accord. Welcome to France, n'hésitez pas. Et justement, Welcome to France, c'est pas le nom de... Non, Choose France. Choose France, ouais. Le nom de l'initiative pour les chercheurs dont vous parliez. Est-ce que vous voulez en parler un petit peu ? Oui, on a évidemment vu, suite aux politiques menées, des chercheurs à la fois français, mais aussi des chercheurs américains qui souhaitent quitter les États-Unis pour venir en France ou en Europe. Donc le président de la République, avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé une initiative qui s'appelle Choose Europe for Science, qui invite les chercheurs qui souhaitent le faire à postuler à des chaires, à des jobs de professeurs dans les universités françaises et européennes. Là encore, on n'a pas de chiffres exhaustifs, mais on a déjà un certain nombre de demandes qui ont été faites avec des chercheurs qui viennent s'installer à Paris, à Aix-en-Provence et autres pour chercher en France de manière plus libre que c'est le cas aujourd'hui ici. Si un jour vos enfants ou vos petits-enfants vous demandent « Papa, qu'est-ce que ça voulait dire être député des Français de l'étranger ?» Vous leur répondriez quoi ? Je leur répondrais que d'abord ça a été une expérience exceptionnelle, à un moment historique. Je pense qu'on est dans un de ces moments de l'histoire où le fait de s'engager, en tout cas pour moi, ça restera une expérience inoubliable. À un moment où on construit des murs un peu partout dans le monde, être capable de contribuer à construire des ponts
Je pense que ça a été, j'espère en tout cas, utile aux Français qui vivent ici, mais aussi aux Français de France pour comprendre un peu mieux ce qui se passe à l'étranger. La politique, c'est compliqué. On se retrouve parfois en première ligne sur les réseaux sociaux, dans les médias ou même en direct avec des gens qui nous reprochent telle ou telle prise de position. Je pense que le jeu en vaut la chandelle, donc je dirais à mes enfants, j'en ai 3, et puis mes petits-enfants, j'en aurai peut-être un jour. Engagez-vous, comme disait l'autre. Très bien. Merci beaucoup Roland Lescure d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, de partager votre regard à la fois en tant qu'ancien expatrié et représentant donc des Français d'Amérique du Nord. Avant de vous quitter, j'aimerais vous poser une dernière question. J'allais dire simple, mais je ne sais pas, vous me direz. Si vous deviez adresser un message en une phrase aux Français installés aux États-Unis et au Canada, vous aimeriez leur dire quoi ? Soyez conscients des enjeux historiques auxquels on fait face. Donc engagez-vous. Il y a plein de manières de s'engager dans le milieu associatif, dans le milieu entrepreneurial, dans le milieu de la restauration. Hier, j'étais à La Bouche, un bar à vin de Denver, très, très chouette, dans lequel Alexis et Alexandra, les deux patrons, font finalement rayonner la culture française qu'on aime, celle de la bouffe et du bon vin, auprès à la fois des Français qui vivent ici, qui sont contents de s'y retrouver, mais aussi des Américains. Donc engagez-vous, restez optimistes, restez déterminés, soyez lucides sur ce qui nous entoure aujourd'hui. Mais il y a toujours de la lumière au bout du tunnel, mais ça ne vient pas tout seul. Donc c'est vraiment, je pense, chacun à notre niveau, en nous engageant, en restant ouvert vis-à-vis de l'autre, qu'il soit français ou pas français d'ailleurs, qu'on va continuer à porter, je pense, des valeurs qui sont l'honneur de la France, mais qui sont aussi l'honneur des États-Unis, il ne faut pas les oublier. Et donc, restons solidaires, restons optimistes, restons déterminés, et puis engageons-nous. Super, un joli message pour terminer. Si on veut rentrer en contact avec vous ou votre... C'est très simple. Dites-moi. Roland.lescure@assemblée-nationale.fr. Vous nous envoyez un courriel. Camille, dans mon équipe qui traite tous les courriels, vous répondra volontiers. Puis évidemment, inscrivez-vous au consulat, vous recevrez notre infolettre et vous serez informé quand on vient chez vous à votre rencontre et vous viendrez nous voir à La Bouche ou ailleurs pour boire un bon verre de vin et discuter des enjeux politiques ici et en France. Très bien, je mettrai tout ça dans la description de l'épisode si vous n'avez pas eu le temps de noter. En tout cas, un grand merci et puis bonne fin de voyage. Et bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un grand merci à Roland Lescure d'avoir pris ce moment avec moi pour échanger et répondre à nos questions. Et puis merci à chacun d'entre vous pour toutes les questions que vous m'avez envoyées depuis quelques mois pour la préparation de cet épisode. Et bien entendu, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu ou si vous pensez que ça pourrait intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager, que ce soit dans votre groupe WhatsApp, à la machine à café, au boulot ou encore sur les réseaux sociaux. Chacun de vos partages compte énormément. La semaine prochaine, on se retrouve avec une histoire qui se passe elle aussi dans le Colorado, du moins en partie. Je vous laisse découvrir un petit extrait. C'était un peu l'aventure, tu vois, t'es jeune, tu pars à l'étranger, c'était l'aventure. C'est dingue. Ouais, ça a été longtemps ma black box ou mon tiroir que je laisse fermer. Je n'ouvre pas ce tiroir de cette période de ma vie parce qu'effectivement, cette décision de mon date a probablement été jusqu'à présent l'une des pires décisions que j'ai pu faire pour moi-même. Ça fait partie de ma vie, ce sont mes choix, il faut les accepter et pas les ressasser. Voilà, c'est fait. Move forward. Avance, prends de l'avant et tu peux rebondir. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Encore merci à vous d'être là. Bienvenue dans cette saison 7 du podcast. À très vite.